Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. La France a reconnu la Palestine, un génocide est pourtant toujours en cours. Et pendant ce temps-là, Rachel Kahn pleure sur CNews en pensant aux dômes de fer et aux roquettes. Heureusement, vous êtes sur le Média et on fait le point. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 23 septembre, au lendemain de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Hier, à New York, Emmanuel Macron a officialisé cette reconnaissance depuis la tribune de l'ONU, rejoignant d'autres puissances mondiales, alors que plus de 150 pays ont déjà reconnu la Palestine depuis 1988. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Un geste symbolique fort et l'aboutissement d'une promesse ancienne de la diplomatie française. Aux yeux du président, monter à la tribune de l'ONU était un acte symbolique clé pour maintenir ouverte la perspective d'un État palestinien aux côtés d'Israël, malgré l'intensification de l'offensive israélienne à Gaza. Un moment historique, assurément, mais qu'il convient de juger sans excès, ni en le banalisant, ni en l'exagérant. Désormais, la reconnaissance française ouvre une nouvelle étape diplomatique, dont l'impact concret sur le terrain reste à observer. En ouverture de son discours, Emmanuel Macron a voulu frapper fort. Il a affirmé à la tribune que plus rien ne justifie la guerre à Gaza, qu'elle doit cesser immédiatement et définitivement. Pour lui, depuis le 7 octobre, c'est la vie de l'autre qui est niée. On l'écoute. Or, à cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, traumatisées, qui continuent d'être détruites. Alors même que le Hamas a été considérablement affaibli et que la négociation d'un cessez-le-feu durable reste le moyen le plus sûr d'obtenir la libération des otages. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies. Les vies des otages israéliens encore détenus dans des conditions atroces, les vies des centaines de milliers de civils palestiniens accablés par la faim, la souffrance, la peur de mourir, le deuil de leurs proches. Sauver toutes les vies. Car depuis désormais près de 2 ans, c'est bien la négation de l'humanité de l'autre et le sacrifice de la vie humaine qui prévaut. Pour le président français, cette reconnaissance vise à promouvoir la paix avec Israël tout en sapant l'influence du Hamas, mais elle provoque l'opposition évidemment directe du gouvernement israélien. Vous offrez une récompense énorme au terrorisme, a fustigé Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, dans une vidéo diffusée dimanche soir à l'attention des dirigeants occidentaux qui reconnaissent un État palestinien. Plus tard, il a surenchéri « J'ai un autre message pour vous, cela n'arrivera pas, aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain », tout en précisant qu'il entend bien poursuivre, je cite, « les implantations juives en Judée et en Samarie, c'est-à-dire la colonisation des territoires palestiniens en Cisjordanie, un territoire illégalement occupé aux yeux du droit international depuis 1967. » Les ministres israéliens des Finances et de la Sécurité nationale, tous deux issus de l'extrême droite, ont été encore plus loin. Ils ont respectivement plaidé sur X pour une annexion immédiate de la Cisjordanie. Pour Ala Abou Assira, ambassadrice de la Palestine en France, cette annexion n'a aucun lien avec la reconnaissance de la Palestine. Cette dernière ne sert que de prétexte au gouvernement israélien pour accélérer ses offensives contre le peuple et les territoires palestiniens
en représailles. Elle s'est exprimée au micro de Nadia Lazouni pour Le Média ce matin en marge d'une conférence de presse. Et ça n'a rien à voir avec la reconnaissance. Israël utilise la reconnaissance aujourd'hui comme un prétexte pour avancer davantage de la concrétisation de son projet de l'annexion de la Cisjordanie. Il est important, moi je crois que les reconnaissances envoient un message très fort à Israël, à Netanyahou, qui rejette totalement l'existence même d'un État palestinien, qui rejette la solution à 2 États, mais la communauté internationale, hier, aux Nations Unies, a envoyé un message très clair à Israël que seule la solution à 2 États est capable de garantir la paix et la stabilité dans notre région. C'est le moment d'imposer des sanctions. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'utiliser les outils juridiques et pacifiques offerts par le droit international pour forcer un État qui a violé tout article de droit international, imposer des sanctions, imposer un embargo contre les armes fournies à Israël qui sont utilisées à tuer et massacrer des femmes et d'enfants, rompre les relations avec Israël et surtout geler les accords qui permettent à nourrir et à faire durer l'occupation, la politique de nettoyage ethnique et faire durer aussi et nourrir la colonisation israélienne. C'est le moment de acter ces actions concrètes contre un État qui est devenu un État paria. Les sanctions espérées par l'ambassadrice n'étaient visiblement pas à l'ordre du jour de l'allocution de Macron hier à New York. Alors qu'Israël semble bien décidé à entrer en bras de fer avec les pays européens ayant reconnu la Palestine, Emmanuel Macron a choisi de jouer l'apaisement, cherchant à éviter la glaciation totale des relations avec Tel Aviv et à maintenir l'espoir d'une solution à 2 États. Mais face à l'entêtement d'un gouvernement israélien génocidaire, toutes les tentatives de conciliation risquent fort de rester lettre morte. On écoute. Voici, mesdames et messieurs, quel est notre plan de paix. Il établit un engrenage exigeant pour sortir de la guerre et entrer dans une phase décisive de négociation. Il permet que la paix israélo-palestinienne soit le premier pilier d'une nouvelle architecture de paix et de sécurité au Proche et Moyen-Orient. Il crédibilise aussi la possibilité d'une plus grande intégration économique. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition renouvelée de parvenir enfin à la solution des 2 États. L'hiver diplomatique qui se profile entre Tel Aviv et Paris pourrait bien se traduire dans un premier temps par un rappel temporaire d'ambassadeurs, un moyen classique pour un État de manifester son désaccord lors d'une crise. Mais selon Le Figaro et le journal britannique The Telegraph, Israël pourrait aller plus loin en fermant carrément le consulat général de France à Jérusalem, qui gère non seulement les quelques 25 000 franco-israéliens de la ville, mais sert aussi de lien entre Paris et les territoires palestiniens. Outre les tensions diplomatiques, Israël pourrait aussi exercer des représailles économiques, bien que leur portée reste limitée. La France, 11e partenaire commercial d'Israël, exporte pour 3,1 milliards d'euros, mais la dépendance israélienne reste faible, ce qui restreint son pouvoir de nuisance. Néanmoins, Tel Aviv pourrait viser des secteurs stratégiques comme les nouvelles technologies et l'armement, posant la question de l'autonomie européenne dans ces domaines et offrant l'opportunité de renforcer l'industrie de défense européenne. Sur le plan géopolitique, Netanyahou pourrait atteindre la fin du Nouvel An juif et une rencontre avec Donald Trump le 29 septembre prochain pour coordonner une stratégie américano-israélienne visant à contourner la solution à 2 États. La Riviera de Gaza illustre parfaitement cette logique, réduisant le peuple à coexister sous apartheid ou à être déplacé de force de ses propres terres. Sur le terrain, pour les Palestiniens, la reconnaissance d'un État par une poignée de puissances occidentales ne change pas vraiment la donne. Gaza subit toujours un blocus total et une offensive militaire quasi continue qui s'intensifie encore avec l'offensive terrestre sur Gazaville, notamment, on en parlait la semaine dernière dans le récap. La Cisjordanie reste occupée, de plus en plus colonisée et aucune ambassade française n'est encore ouverte sur le territoire. Emmanuel Macron a d'ailleurs évoqué la question dans son discours hier. Il envisage d'établir une ambassade seulement lorsque les otages auront été libérés et un cessez-le-feu signé. On écoute. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi.
L'exigence de la France à l'égard d'Israël ne sera pas moins grande. Avec ses partenaires européens, elle indexera le niveau de sa coopération avec lui sur les dispositions qu'il prendra pour mettre fin à la guerre et négocier la paix. C'est bien grâce à ce chemin que nous obtiendrons un État de Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires, reconnaissant Israël et étant reconnu par Israël, dans une région qui connaîtra enfin la paix. Les puissances occidentales qui reconnaissent l'État palestinien le font tout en imposant la démilitarisation du Hamas et en limitant l'autorité palestinienne à une fonction administrative. Ces conditions créent mécaniquement un État palestinien subalterne, dépendant et limité dans sa souveraineté. En pratique, il risque de devenir un véritable Bantoustan, un territoire présenté comme autonome mais contrôlé par Israël, tandis que la colonisation et les violences quotidiennes contre les Palestiniens perdurent sans interruption. Dans ce contexte, cette reconnaissance apparaît moins comme un soutien à l'autodétermination palestinienne que comme un moyen de légitimer Israël et de contenir la résistance. Depuis sa création en 1994, l'autorité palestinienne dispose uniquement d'une force de police sans armée, un modèle que Mahmoud Abbas entend maintenir. Cette vision largement partagée sur la scène internationale garantit la sécurité d'Israël au détriment de la souveraineté réelle de l'État palestinien. Comme le souligne Michel Duclos, ancien ambassadeur de France à RFI, quand on parle d'État palestinien, personne n'imagine un État palestinien doté de tous les attributs classiques et capable de nuire à Israël. Tout le monde est absolument d'accord pour que ce soit un État palestinien parfaitement compatible avec la sécurité israélienne. Sur le terrain, la reconnaissance de l'État palestinien laisse les Palestiniens, en particulier les plus jeunes, circonspects. Toujours d'après RFI, beaucoup ne se sentent pas représentés par un leadership vieillissant et perçu comme autoritaire, corrompu et trop soumis à Israël. La dernière élection présidentielle remonte à 2005 et l'inquiétude persiste quant à la capacité de l'autorité palestinienne à organiser des élections libres et à s'affirmer face à Israël. En France, les réactions politiques sont particulièrement polarisées. À droite et surtout à l'extrême droite, le geste diplomatique d'Emmanuel Macron a suscité des réserves, voire carrément une opposition totale, même dans les rangs de ses anciens ministres démissionnaires comme Bruno Retailleau. Je le cite, « C'est le choix d'Emmanuel Macron, pas le mien, mais ma conviction est qu'on ne peut reconnaître un État palestinien qu'avec les conditions réunies », a-t-il déclaré sur LCI. Une position à l'image d'ailleurs de celle portée par son parti, les Républicains, qui rejettent quasi unanimement la reconnaissance. Même Gérard Larcher estime qu'il s'agit d'un pari dangereux qui ne sert pas la cause d'une paix durable, a-t-il dit. L'extrême droite, de son côté, reprend la rhétorique du gouvernement israélien et matraque que Macron fait un cadeau au Hamas ou encore qu'il reconnaîtrait un État terroriste. À gauche, l'ambiance est tout autre, le mot d'ordre est la victoire. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est réjoui d'une victoire irréversible du combat populaire pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même, je le cite. Du côté du PCF, c'est une victoire tardive, mais une victoire quand même, a affirmé sur X Fabien Roussel, le secrétaire national du parti. Et enfin, au Parti socialiste, ce lundi était, je cite, un jour historique où la France s'honore en reconnaissant l'État de Palestine. Pour autant, la victoire n'est pas totale et absolue, comme le souligne la députée LFI Alma Dufour. Elle craint que Macron se cache derrière cette reconnaissance pour ne pas agir sur le génocide en cours. On écoute. Cette reconnaissance pourrait apporter quelque chose si Macron agit en fonction, c'est-à-dire qu'il reconnaît l'État palestinien qui, je le rappelle, n'a jamais cessé d'exister selon le droit international. Il reconnaît l'État palestinien, donc il serait censé ouvrir une ambassade, mais il vient de dire qu'il mettait des nouvelles conditionnalités. Il reconnaît de fait que ce que l'on va faire, ce qu'on s'apprête à faire était déjà légal dans le droit international, puisqu'apporter de l'aide humanitaire à une population qui est piégée, affamée volontairement par un État tierce et en fait fait partie des prérogatives de tout État, y compris de citoyens. Donc notre mission, elle est complètement légale d'un point de vue du droit international, mais elle devient a fortiori légale d'un point de vue du droit français, puisque en reconnaissant la Palestine, il reconnaît bien sûr les eaux
palestinienne aussi. Et donc effectivement, tout ce qui va se passer et notre potentielle arrestation par Israël sera de fait complètement illégal d'un point de vue français, puisqu'il reconnaît bien l'intégrité territoriale d'un État, puisqu'il reconnaît l'État palestinien. Comme notre confrère Andrei Manivit du média, Alma Dufour embarque à bord d'une flottille internationale pour Gaza, chargée d'aide humanitaire, la Southern Madlin to Gaza. Elle doit rejoindre une autre flottille internationale, la Global Sumud Flotilla, composée, elle, d'une 30aine de bateaux qui naviguent déjà vers Gaza. Ce convoi maritime sera bien plus important par le nombre de bateaux que les précédents en juin et juillet dernier. Mais dernièrement, Israël a menacé de durcir la réponse apportée à ces tentatives de forcer le blocus humanitaire par la mer. Alma Dufour appelle Emmanuel Macron à ne pas détourner les yeux et à garantir la sécurité de ses équipages citoyens et volontaires. On ne sait pas parce qu'encore une fois, il peut en faire vraiment quelque chose d'absolument creux. C'est pas parce que le fait de reconnaître l'État palestinien conforte que nous serons dans les eaux palestiniennes si jamais on se fait arrêter, qu'il va agir en conséquence. C'est pas pour autant qu'il va nous envoyer du soutien consulaire. C'est pas pour autant qu'il va mettre une pression sur Netanyahou. Au contraire, il se peut aussi que Netanyahou, qui prend très très mal la reconnaissance par la France de l'État palestinien, en est particulièrement après les Français. Et donc encore une fois, on insiste sur le risque qui est sérieux, qui est réel. Il y a eu des sabotages de flottilles. On nous promet là aujourd'hui, Israël fait passer les flottilles pour des actions soutenues par le Hamas, tout ça parce que le Hamas, et on ne sait pas qui du Hamas a fait un tweet en disant qu'il se félicitait qu'il y ait des flottilles humanitaires, mais du coup on voit qu'ils sont en train de construire un récit pour dire en gros si on les arrête, voire si on tire dans le tas, c'est parce que c'est des terroristes. Alors hier, la France a reconnu l'État palestinien, mais au-delà du symbole, le vrai test reste à venir. Aucune sanction concrète contre Israël n'a été annoncée et la frilosité de la communauté internationale laisse craindre que cette reconnaissance ne soit qu'un geste diplomatique. Avec le soutien inconditionnel des États-Unis à Tel Aviv, les tensions risquent même de s'aggraver, tandis que la pression pour faire respecter le droit international reste largement théorique. Cette faiblesse face à Israël se traduit directement sur le terrain. Reconnaître un micro-État sur une fraction dérisoire du territoire historique ne change rien pour le peuple palestinien. Cela risque au contraire de normaliser sa dépendance politique, de légitimer une autorité palestinienne réduite à un contrôle administratif et de consolider l'injustice. La véritable avancée passera par le soutien à la résistance et aux droits nationaux des Palestiniens. Tant que cette réalité n'est pas prise en compte, toute reconnaissance diplomatique reste au mieux un écran de fumée. On continue sur l'international avec les États-Unis. Donald Trump classe officiellement le mouvement antifasciste comme organisation terroriste. Le décret a été signé ce lundi 22 septembre. On peut y lire que, je cite, « L'Antifa est une entreprise militarisée et anarchiste qui appelle explicitement au renversement du gouvernement des États-Unis, des autorités de police et de notre système juridique. » Dans un communiqué, la Maison-Blanche ajoute que le problème de la violence vient de la gauche. C'est pour cela que Donald Trump vient de classer Antifa comme une organisation terroriste nationale. Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, un véritable climat de chasse aux sorcières règne aux États-Unis. L'administration Trump, avec le vice-président J.D. Vance en tête, ont multiplié les attaques contre la gauche dite radicale, qui aurait, je les cite, la violence politique dans les gènes. On revient en France, le tribunal administratif invalide le plan de licenciement du groupe Auchan. Celui-ci prévoyait de supprimer pas moins de 2400 emplois. Après que le plan ait été conclu entre le groupe et plusieurs syndicats en mars dernier, la fédération CGT des personnels du commerce, le comité social et économique de la firme, ainsi que plusieurs salariés avaient saisi la justice pour s'y opposer. Le tribunal administratif de Lille estime dans sa décision que le plan de licenciement aurait dû être signé par les représentants syndicaux de chacune des 5 composantes du groupe et que la procédure a été entachée d'un vice de procédure. Cependant, cette décision n'implique pas nécessairement la réintégration des salariés licenciés. On termine ce récap en Île-de-France où la région a décidé en catimini de supprimer ses subventions aux maisons départementales pour les personnes handicapées, dites MDPH. Le fonds départemental de compensation du handicap permettait pourtant à 2000 franciliens en situation de handicap d'obtenir des aides financières. La région et Valérie Pécresse justifient cette suppression en disant vouloir se concentrer sur ses compétences propres en cette période de rigueur budgétaire et veut investir massivement
massivement sur l'accessibilité au transport. Pas certain que cela suffise à calmer la colère des personnes concernées et de l'opposition de gauche. La présidente communiste au Conseil régional, Céline Malézé, déclare, je cite, « Cette décision est un bras d'honneur à l'encontre des 7% de franciliens reconnus administrativement en situation de handicap. Cette décision risque de fragiliser singulièrement le pouvoir d'achat des personnes bénéficiant de ces aides. » Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que pour faire face aux médias des milliardaires et continuer à vous informer, le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne. Alors parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.